Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Philippe Martin. Bonjour. Bonjour. Content de vous revoir, président du Conseil d'analyse économique. On parle de la retraite, évidemment, encore une fois aujourd'hui. Pourquoi? Alors, dans les dernières infos qu'on a pu avoir, Édouard Philippe, manifestement, s'est engagé à proposer une feuille de route avant la fin de l'année. C'est ce qu'a dit le patron de la CFTC en sortant de son bureau hier à Matignon, confirmé par Gilles Legendre, le patron des députés LaREM sur Public Sénat. A priori, d'ici 15-20 jours. Le gouvernement va dévoiler, encore une fois, son jeu. Il y a urgence, il faut que le gouvernement sorte de l'ambiguïté. Comprenez que c'est ce que demande de concert, encore une fois, le MEDEF d'un côté et Laurent Berger de l'autre, en disant maintenant, il faut abattre son jeu, quoi. Il faut montrer où on veut aller. Non, mais on a besoin d'une clarification, en effet, sur la réforme, même si, quand même, les grands principes ont été édictés même pendant la campagne électorale, c'est-à-dire la mise en place d'une réforme à points, oui, un euro universelle. Un euro oui, non, mais c'est quand même le oui, mais on point veut savoir s'il y a un donc, âge pivot ou pas, on veut savoir s'il y a une clause du grand-père ou pas, on veut savoir. Pourquoi est-ce que, selon vous, l'exécutif a tant tardé, encore une fois, à nous dire ce qu'il voulait faire? Et vous comprenez que ce flou soit anxiogène? Alors, je ne suis pas là pour faire du commentaire politique, hein. Moi je suis économiste, donc j'ai envie de parler d'économie. On va en parler. Je comprends très bien qu'en effet, la manière dont se déroule le débat est certainement anxiogène. Et moi, ce qui me désole, c'est que, en fait, cette réforme, c'est quand même une réforme aussi, une très grande réforme sociale, hein, qui permet de diminuer les inégalités sur les retraites. Et c'est vrai que ce message, il a du mal à passer. C'est-à-dire le fait que pour les femmes, pour les personnes qui ont eu des carrières hachées, les personnes qui sont au SMIC, la réforme du système à points, c'est une réforme qui permet il faut rentrer en détail, de diminuer les inégalités. Il faut, vous avez raison, il y a des vraies avancées sociales. Oui. Et c'est vrai que pour le coup, c'est passé totalement sous le radar. Oui, on va en parler. Pension minimum de 1 000 €, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Il y a ça, il y a quoi? Le fait qu'il y ait une majoration pour les femmes dès le premier enfant contre le troisième enfant aujourd'hui. J'ai lu qu'entre au lieu de 3 millions de femmes qui sont touchées, 8 millions auraient cette bonification. Voilà, c'est une avancée. Mais il y a ces avancées, il y a le fait aussi qu'aujourd'hui... Pour les carrières hachées, je n'ai pas compris pour les carrières hachées. Non, mais le système de retraite aujourd'hui, il bénéficie surtout aux gens qui ont eu une croissance de leur salaire, puisque dans le régime pour le secteur privé, c'est les 25 dernières années qui comptent. Et donc les gens qui sont au SMIC toute leur vie, eux ont une situation en termes de retraite qui ne bénéficie pas du fait que c'est les 25 dernières années qui sont primées. Et donc dans le nouveau régime, à contribution égale, eh bien, évidemment, il va y avoir une redistribution en faveur des personnes qui, sont, qui ont des là, salaires... Vous tendez le bâton, parce que d'un côté, OK, pour ceux qui ont une carrière plutôt plate, pour ceux qui ont une carrière ascendante comme les cadres, eux, on calculé leur pension non plus sur les 25 dernières années, mais sur l'ensemble de la carrière, c'est moins favorable. Alors, ils ont de quoi couiner. Hein. Non, mais, et bien entendu, il va falloir regarder en effet ce qui se passe. Oui, il va y avoir une... Enfin, ça dépend des paramètres hein, de ce nouveau régime. Mais c'est clair que c'est une réforme qui va redistribuer et en faveur, en effet, des redistribuer à enveloppe constante. Donc, il y a des gagnants et des perdants. Mais à enveloppe constante, en pourcentage du PIB. Ce qui compte pour un économiste, hein, et peut-être on va revenir sur la soutenabilité du système, c'est que en point de PIB, en gros, le système, 14 points de PIB, ça reste à peu près constant. Mais ça veut dire que si le PIB augmente, Ah non mais d'accord, mais si vous me dites, très franchement, hein, si on a 0 croissance de PIB dans les 20 prochaines années, tous les systèmes explosent. Donc non, il faut se mettre dans une situation où le PIB a augmenté. Alors le corps regarde, c'est 1%, 1,3 ou 1,8. Hein, on peut se mettre dans des situations plus ou moins optimistiques, mais ça signifie en effet que les retraites vont augmenter. Bon, il y a... parce que c'est vrai que pour le coup, tout ce qu'on vient de dire là... On en parle effectivement assez peu. Pour l'instant, les deux seules choses qui sont claires, c'est à supposer qu'il y ait des choses claires dans la tête des Français, ce qui ressort dans les intentions du gouvernement, c'est en gros, il faut faire travailler plus les Français. Et les régimes spéciaux, on va les zigouiller. Les régimes spéciaux, ça fait partie en effet de l'inégalité du système actuel, ça c'est très clair, hein. Jean-Marc Boitori en a parlé à l'instant, mais c'est aussi le fait que y a les régimes spéciaux, clairement, eux seront perdants. Et donc toute la question, c'est de savoir quelle compensation, et puis aussi le rythme auquel on va sur l'intégration dans le nouveau système. Donc c'est ça la question. Aujourd'hui, c'est en théorie à partir de la génération de 63.
s'il y a la clause du grand-père, c'est génération de l'an 2000. Bon, La vérité, c'est que ça, on va couper les deux bouts de l'omelette et on va tomber quelque part. Donc ça, c'est de la politique. Hein, donc la vitesse de transition vers le nouvel régime, vers l'intégration de ces régimes spéciaux sur le régime général. Donc ça, c'est de la politique. Donc c'est pas moi qui vais commenter là-dessus. Alors ça, c'est pas de la politique, mais c'est important que ça se passe. Après, c'est pareil pour les avocats. Est-ce que pour les avocats, il faut le faire immédiatement, très rapidement, ou avoir un système de transition de leur taux de cotisation. Voilà, exactement. On peut très bien comprendre, en effet, qu'ils ne soient pas très contents de ce doublement. Mais donc, la question, c'est la vitesse de la transition, de l'intégration dans le régime général. Ouais. Après, le patron de la CGT, qui pour le coup est totalement contre cette réforme à points, ce qui n'est pas le cas de la CFDT, il nous dit, à vérifier, il ne l'a pas dit chez nous, mais il l'a dit sur RTL ce week-end, il a dit, si on prend l'exemple de la Suède, où pour le coup il y a une réforme à points, on a 15% des plus de 65 ans, 15% des retraités donc, qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là où ça existe, la retraite par points, soit 2 fois plus qu'en France. Est-ce que c'est ça qui nous attend aussi, d'avoir des retraités pauvres avec ce système Mais la question, c'est le contrefactuel. Qu'est-ce qui se passerait sans réforme? En Suède, s'il n'y avait pas eu de réforme, la situation serait encore pire. C'est-à-dire qu'on aurait une situation. Si vous regardez ce qui se passe en France aujourd'hui, hein, on a fait la désindexation des retraites et maintenant elle est indexée sur les prix et pas donc sur les salaires. Et donc de toute façon, le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est un système qui fait que petit à petit, la part des retraites, enfin le revenu des retraités par rapport aux salariés va diminuer. Le système actuel, il est tel aujourd'hui que de toute façon, l'âge de la retraite effective va augmenter. Et c'est normal puisque l'espérance de vie... Absolument. Donc, il ne faut pas croire que la situation qui nous attend s'il n'y a pas de réforme, c'est une situation où l'âge de retraite ne bouge pas. Et non, mais c'est faire comme tous les gouvernements, où finalement, tous les 7-10 ans, eh ben, on suit l'évolution de la durée de vie, voilà, et donc on repousse de quelques trimestres, on est juste au fur et à mesure. Non, parce que tous les 7 ou 10 ans, on a un psychodrame avec des grèves, une réforme paramétrique où on change les paramètres, ce qui fait que plus personne on réforme au fil de l'eau. Et bien voilà, on réforme au fil de l'eau. Et bien donc moi je préfère une réforme qui rentre dans un système qui permette à terme un équilibre du système des retraites, puisqu'il y aura des règles qui permettront cet équilibre et qui fait que tout le monde est traité de la même manière. Par le bas, parce qu'on sait très bien qu'il y a moins de croissance, moins de productivité. Mais pour que le système soit à l'équilibre, on devra ajuster le montant des pensions. Non, dis pas non, c'est pas non. Non, le montant des pensions, il peut être indexé sur les salaires. Alors ce qui est vrai, c'est qu'en effet, si la croissance est faible, en effet, la croissance des retraites sera faible aussi. Si la croissance des salaires est faible, la croissance des retraites sera faible aussi dans le nouveau système. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas le système des retraites ici qui est en cause, c'est la question de la croissance. Donc en effet, je préfère avoir plus de croissance des salaires et c'est ce qui permettra d'avoir plus de croissance des retraites aussi. Ouais. Plus de croissance, c'est ce que disait Marine Le Pen indirectement. Elle dit si on crée 1 million d'emplois, eh ben, il n'y a plus de problème de financement des retraites. Mais au-delà de ça... En effet, on peut faire du yaka faucon. Par ailleurs, c'est vrai qu'il faut augmenter le taux d'activité en France. Il me double là, parce qu'on en a parlé hors antenne de ça. Moi, je pense que la vraie priorité nationale, l'urgence économique, est-ce que c'est vraiment de changer le système de retraite ou finalement, on voit qu'il y a si peu de Français qui sont en activité. Le taux des Français en âge de travailler est de 64% en France, un des plus bas d'Europe. Est-ce que l'urgence, est-ce que le président ne se trompe pas de combat? Il ne faut pas augmenter le nombre de personnes qui peuvent travailler en âge de travailler. Non, mais attendez. Non. Ça ferait donc regardez les réformes qui ont été mises en place. Ça ferait plus d'actifs et donc on financerait le système. On est d'accord, mais l'urgence, ce n'est pas le travail plus que la pension. Attendez, ce n'est pas fromage ou dessert. Il faut faire la réforme des retraites et il y a quand même eu un certain nombre de réformes sur le marché du travail dont un des objectifs, c'est clairement d'augmenter le taux d'emploi. Et d'ailleurs, il augmente. Le taux de chômage diminue et le taux d'emploi augmente. Et donc, c'est quoi? C'est la réforme sur la formation professionnelle, bien entendu, c'est la réforme sur le fonctionnement du marché du travail et c'est aussi la réforme sur le système de l'assurance chômage. Donc, voilà, vous ne pouvez pas dire qu'il ne se passe rien sur le marché du travail. D'ailleurs, je pense qu'en effet, dans 20 ans, peut-être que si on regarde à nouveau ce qui s'est passé pendant le quinquennat Macron, à mon avis, les deux types de réformes dont on se rappellera d'un point de vue économique, c'est la réforme du marché du travail et la réforme des retraites. Donc encore une fois, ce n'est pas fromage ou dessert, ce sera les deux, parce que je pense que ce sont les deux réformes essentielles qui sont nécessaires en France. Le président Macron avait dit cet été, si jamais il y a des déficits à horizon 2025, il faudra demander aux Français de travailler plus. Le corps vient de confirmer,
en gros qu'on serait autour de 10 à 12 milliards d'euros du déficit du système des retraites en 2025. Le président est dans l'obligation de demander aux Français de travailler plus longtemps. CQFD. Moi, je n'ai pas cette analyse, parce que si vous lisez en détail le rapport du corps, ce que dit le rapport du corps, c'est que ce déficit, qui est quand même assez faible, en fait, d'abord, il est contenu, c'est-à-dire qu'il est stable en pourcentage du PIB, et que par ailleurs, il vient de quoi? Il vient du fait que la masse salariale de l'État va augmenter moins rapidement que ce qui était prévu. Donc d'un côté, en effet, puisque l'État verse des cotisations au système de retraite, puisque la masse salariale va diminuer, il va y avoir moins de cotisations dans le système de retraite, ce qui crée du déficit. Mais de l'autre côté, évidemment, le fait que cette masse salariale diminue ou au moins augmente moins rapidement que ce qui était prévu, ça va faire diminuer le déficit de la France. Parce qu'il y a moins de traitement de fonctionnaires à payer. Exactement, il y a moins de salaire. Et donc moins de salaire, c'est moins de cotisations, un peu plus de déficit du côté des retraites. Mais moins de salaire, c'est aussi... Mais non, on lui demande de regarder le déficit du système des retraites. Mais et ce qui compte pour un économiste, dans son ensemble. Ben voilà, ce qui compte pour un économiste, c'est le déficit. Mais il ne sait pas, ça, le président, il ne le sait pas? Je ne sais pas. Je dis simplement, moi, ce que je vous commande, c'est le rapport du corps. Donc, si je pense... non, mais c'est pour ça que moi, je ne suis pas favorable, je vais être très clair, je ne suis pas favorable à une réforme des retraites où on fait à la fois le système à points, on passe à un système à points, et aussi une réforme paramétrique. Parce que je pense que donc, vous n'êtes pas favorable aux mesures d'âge? Je ne suis pas favorable aujourd'hui aux mesures d'âge. Il ne faut pas demander aux Français de travailler plus pour équilibrer les comptes. Mais ça se fera de manière automatique dans le nouveau système, puisqu'on va inciter, bien entendu, mais c'est le président qui a lié les deux. Pardon, c'est le président, donc d'ailleurs vous étiez un des artisans de la campagne électorale en économie, et c'est lui qui a dit, d'un côté, il y a la réforme systémique, et de l'autre côté, je veux qu'en gros, il faut qu'elle soit équilibrée, ce système soit unifié, soit équilibré en 2025. Mais si on prend le déficit qui compte, c'est-à-dire le déficit du système des retraites et puis le déficit de l'État, aujourd'hui, ce n'est pas le problème essentiel. Donc je vous résume, pour vous, il n'y a pas de déficit en 2025 du système des retraites? Si, il y a un déficit comptable du système des retraites, mais il vient du fait que de l'autre côté, on va diminuer le déficit de l'État parce qu'on va payer moins de salaires, moins de masse salariale dans la fonction publique. Donc c'est pour ça que je pense qu'en effet, de ce point de vue, il n'y a pas un déficit problématique en 2025 qui ferait qu'il faut absolument faire une réforme paramétrique. Et je pense que politiquement... Une réforme paramétrique, ça veut dire augmenter mesure d'âge, la durée du travail, repousser l'âge légal de la retraite. C'est pas du tout le discours du gouvernement, pardon. Alors, l'âge légal de la retraite, 62 ans, ça, a priori, ça a été exclu. Donc la question, c'est de savoir si on met un âge pivot, si on fait d'autres mesures d'âge. Moi, ça ne me paraît pas indispensable et ça me paraît difficilement, d'un point de vue politique, de faire deux réformes à la fois, une réforme paramétrique et puis une réforme d'envergure. C'est ce que dit Laurent Berger. Il a même dit courir deux livres à la fois, donc l'équilibre financier et la réforme systémique, c'est irresponsable et ça ne marchera pas. Donc finalement, vous êtes sur la même ligne que Laurent Berger. Bon, ça ne me gêne pas d'être sur la même ligne que Laurent Berger. Laurent Berger est favorable, je rappelle, à la réforme des retraites, à un système à points. Moi, je pense que l'urgence, en effet, c'est de bien expliquer aux Français que c'est une grande réforme sociale qui permet de diminuer les inégalités et qui permet aussi d'avoir un système où il y a des régulations qui font que le système est en équilibre. Et c'est ça un des avantages aussi d'une réforme du système à points. Le Conseil d'analyse économique dépend de Matignon. Pourquoi vous avez fait remonter l'information, j'imagine, auprès du Premier ministre? Parce que pour le coup, on se dit qu'il est en train de plomber, enfin l'exécutif est en train de plomber sa réforme en voulant absolument qu'elle soit à l'équilibre en 2025, ce qui n'est pas nécessaire quand on vous écoute. Je ne dis pas ça. Il se trouve qu'il y a le corps qui s'occupe et le haut-commissaire sur les retraites. Donc c'est vrai que le Conseil d'analyse économique n'a pas fait d'études, n'a pas fait d'analyse sur cette réforme des retraites. Parce que dans une certaine mesure, non, parce que je pense que le corps est extrêmement est là exactement pour faire ça. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin de deux institutions indépendantes sur le même sujet. Donc le MEDEF se trompe aussi, parce que pour le MEDEF, on a pareil, il nous dit qu'il faut absolument équilibrer le système des retraites, il faut ramener le système de revers en 2025, des mesures d'âge sont nécessaires incontournables, donc il se trompe aussi.
Je pense qu'il faut avoir l'ordre des priorités. Tout à l'heure, parler de priorité. La priorité pour moi, aujourd'hui, c'est avoir un système qui soit plus lisible et plus équitable. Et donc, c'est le système à points. Donc, mais qui est mal vendu parce que personne ne voit de la lisibilité. Je pense que c'est extrêmement difficile. Alors, je suis d'accord que c'est un système qui est une réforme qui est difficile à expliquer. Moi, j'essaye de le faire. D'autres, Antoine Bozio, qui est l'économiste qui a beaucoup travaillé sur ce système, aussi essaye d'expliquer cette réforme. Je pense que vous devriez l'inviter. C'est lui qui est quand même le grand spécialiste sur cette réforme à points, qui, par ailleurs, je vous rappelle, existe dans d'autres pays, en Suède, en Allemagne, en Italie. On met en place ce système qui est un système plus lisible et plus équitable. Ouais, avec des régimes spéciaux, encore une fois, derrière, qui ont vocation à disparaître. C'est quand même ça aussi l'idée. Oui, bien sûr. Il faut l'assumer. Parce qu'au départ, c'était pas ça. Au départ, c'était, il n'y a pas d'objectif financier. Finalement, il y en a un. Les régimes spéciaux, c'est pas ça. Mais si, les régimes spéciaux. Non, mais soyons très clairs. Les régimes spéciaux, c'est en effet, il faut qu'ils intègrent le régime général. La question, c'est à savoir aussi à quelle vitesse, quelle vitesse de transition. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes, et le président de la République l'a dit, qui ont été embauchées sur un contrat. Et donc, on peut comprendre un certain mécontentement à ce qu'on leur dise, le contrat maintenant il change. Et donc, toute la question, c'est de savoir à quelle vitesse on va sur ces régimes spéciaux, que ce soit d'ailleurs celui des cheminots ou celui des avocats. Je finis là-dessus, Philippe Martin. C'était une erreur de sortir cette clause du grand-père aussi vite, alors avant, encore une fois, les grandes manifestations. Il ne fallait pas se la garder sous le coude. Non, mais encore une fois, sur la stratégie politique de négociation, je ne vais pas commenter là-dessus. Mais dans l'absolu, le principe, dans ce cas, sur le principe de la clause du grand-père ou du petit-fils. On voit bien l'avantage, c'est que justement. Parce que dans la majorité, il y en a qui disent c'est la réforme de la Saint-Glinglin si on fait la clause du grand-père. C'est sûr que si on fait ça, je pense que ce serait une mauvaise idée, par exemple, sur le régime général. Donc la question, c'est de savoir si on le fait sur SNCF et RATP, ça signifie en effet qu'on a une. Bravo, les chapeaux pour l'équité entre le public et le privé. Transition extrêmement longue. Donc moi, je préfère qu'en effet, une transition plus courte, mais on ne peut pas demander à ce que la transition se fasse en 4-5 ans. Donc il va falloir trouver l'équilibre de ce point de vue. C'est un sac de nœuds comme cette histoire. Bien sûr. Super compliqué. Mais bien sûr, c'est un truc très compliqué. Personne ne le nie. Mais justement, l'idée, c'est de faire cette réforme qui est compliquée à faire pour aller sur un régime plus simple. Bon, dernière question. Si le conflit social était vraiment de grande ampleur, encore une fois, je rappelle que vous le connaissez, Emmanuel Macron, vous avez participé à sa campagne. Est-ce que potentiellement, il peut reculer? Je ne répondrai pas à cette question. Ce n'est pas moi qui définis. Je suis un universitaire. Le Conseil d'analyse économique est indépendant. Non, mais attendez, c'est quand même cette réforme des retraites, c'est un des points importants, en effet, de la campagne et des promesses du candidat Macron. Donc, il était évident, il l'a répété, c'est une réforme qu'il va faire. Donc l'idée de trancher par référendum. Bon, après c'est de la politique, allez. Exactement, c'est de la politique. Merci d'avoir été avec nous. Philippe Martin, donc le président du Conseil d'analyse économique, qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.